Nous sommes tous très contents de vous accueillir pour ce moment un peu exclusif. Je vais pas prendre longtemps et prendre sur ce que Christophe Coppen va nous dire et nous faire découvrir. Néanmoins, je voulais quand même vous dire 2-3 mots sur Wayden. Au travers de... Alors, vous pouvez suivre éventuellement, on a fait quelques slides sur les écrans. Je sais que c'est un peu à contre-jour pour vous dire que Wayden... on est en croissance soutenue depuis plusieurs années. Wayden, aujourd'hui, c'est plus de 2000 managers qui ont tous été rencontrés, sélectionnés pour opérer les meilleures missions de management de transition. C'est un groupe qu'on alimente en permanence, puisqu'on rencontre plus de 1000 personnes par an pour avoir des solutions pour toutes les missions, tous les cas, tous les secteurs, avec un point important qui est aussi les soft skills, indépendamment de l'expérience et puis qu'elle soit sectorielle, technique ou fonctionnelle. L'équipe Wayden aujourd'hui, c'est 7 directeurs associés qui sont quasiment tous là aujourd'hui pour vous écouter et accompagner également les missions. C'est important pour nous. Depuis 2008, 350 clients qui sont opérés et on réalise aujourd'hui environ 80 missions par an. Ce qui nous distingue, alors c'est là qu'il faut changer. Ce qui nous distingue Wayden, c'est, je dirais pour être court, 4 éléments. D'abord, on essaye d'opérer des missions engageantes sur tous les projets de transformation des entreprises, c'est-à-dire qu'on va se positionner dans l'accompagnement de la transformation. C'est aujourd'hui 60% de nos missions. C'est-à-dire qu'en fait, la genèse du management de transition s'est fait sur toutes les actions de restructuration. Ce n'est guère que 10% de nos missions aujourd'hui. Et puis le reste, c'est des missions plutôt de relais dans des cas de carence managériale. Le deuxième élément, c'est que pour pouvoir opérer ces missions à haut niveau, chez Wayden, on opère une forte sélection de nos candidats, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reçoit plus de 100 candidatures par semaine aujourd'hui. On essaye d'en rencontrer entre 30 et 40 pour n'en garder que 10 à la fin. Et la variable importante, c'est justement ces soft skills dont je vous parlais tout à l'heure. Un élément important aussi chez Wayden, c'est le binôme que forme le manager avec le directeur associé. Chez nous, l'ensemble des directeurs associés sont des anciens opérationnels d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont vécu des situations de management, ils ont la connaissance de ce qu'est une organisation, un projet, la politique en entreprise, et ils ont cette sensibilité qui permet d'opérer les missions de la manière la plus fluide possible pour avoir des résultats. Enfin, on met un point d'honneur à l'innovation. On est dans un métier qui vient de l'ancien monde, mais qu'on essaye d'opérer avec les technologies de demain. Wayden, si vous allez sur wayden.fr depuis 2 jours, il y a un nouveau site web. C'est un projet qu'on a mis en œuvre depuis 6 mois. C'est un véritable outil technologique qu'on a lancé et qui a pour vocation d'améliorer la capacité à capter les meilleurs profils et à opérer avec nos clients. Et nous sommes fiers d'être la première organisation de management de transition à avoir recruté un directeur marketing digital qui est Olivier Geyer, qui est là, bienvenue Olivier, et qui va nous accompagner justement à utiliser ces briques technologiques pour accélérer dans l'optimisation de toutes les missions qu'on peut opérer. Alors, sans transition, je vais passer la parole à Christophe Coppen, mais je voulais vous dire qu'en fait, Christophe Coppen, on s'est rencontrés lors d'un dîner en fait, et puis j'ai tout de suite été impressionné par le monsieur. J'ai beaucoup d'admiration et on a tout de suite trouvé un point de convergence évident. Nous, on sert les entreprises. Lui, il a servi la France et il vient de nous parler de tout son retour d'expérience et j'espère nous donner à tous des clés qui pourront nous servir dans nos actions de management. Bon appétit et bienvenue Christophe. Merci Benoît. Avec une commande particulière qui est d'évoquer ce qui est intuition et prise de décision. Un sujet qui a été particulièrement délicat, en effet, durant les 30 ans de police que j'ai fait. J'ai commencé ma carrière en police judiciaire, en groupe de répression du banditisme et groupe criminel. Autant vous dire que quand on est dans ces unités-là, eh bien, l'intuition,
c'est quelque chose de fondamental. Et d'ailleurs, une de mes spécialités, c'était de faire passer les aveux. J'étais un spécialiste des aveux. Alors, s'il y en a quelques-uns qui ont quelque chose à raconter aujourd'hui, profitez-en, les confessions font énormément de bien, je vous assure. Et donc, c'était en fait la nécessité de bien connaître l'humain et d'arriver en fait à trouver derrière tous les signaux faibles, toutes les hésitations, toutes les scénarisations que les gens avaient pu faire, etc. Des éléments qui sont intéressants pour arriver à trouver la vérité, les faire parfois s'épancher tout simplement sur ce qu'ils ont fait. Et puis, les laisser ventiler également des émotions qui parfois sont terribles pour eux parce que il n'y a pas que des criminels endurcis. Quand on est en police judiciaire, on travaille également avec des gens qui sont dans un accident de vie. C'est-à-dire, ils ont commis un meurtre, ça s'est déroulé comme ça, ils le cherchaient pas, c'était pas du tout objectivé au démarrage. Et puis, au final, c'est le drame. Et donc, ils se retrouvent donc à couper quelqu'un en morceaux parce qu'ils savent pas quoi faire du corps. Et donc, voilà. Hein. Je vais pas vous raconter des horreurs parce que vous êtes à table. Donc, je vais passer sur autre chose. Vous connaissez le RAID, c'est une unité d'intervention qui est un acronyme qui signifie recherche, assistance, intervention, dissuasion. Vous avez là les grandes missions de cette unité, la recherche de personnes, mais également, ce que l'on ne connaît pas énormément, c'est la recherche de matériel nouveau qui, une fois qu'ils vont être testés, au niveau des unités spéciales, eh bien, vont pouvoir être déclinés ensuite sur l'ensemble des services de police. Ça va être, par exemple, l'utilisation de forceurs hydrauliques, des choses comme ça, qui font 10 tonnes de poussée, qu'on a mis au point pour pouvoir ouvrir des portes blindées, pour éviter d'utiliser des explosifs, etc. Donc, c'est un laboratoire de recherche aussi, pas seulement de personnes, d'interpellation de personnes. C'est un service d'assistance, le A pour assistance. Eh bien, on est directement commandé par le directeur général de la police. C'est lui qui nous engage. Alors, le reste, c'est une unité police, hein. Tout ce qui se passe en secteur urbain, tout ce qui se passe en secteur rural, c'est la gendarmerie et donc c'est le GIGN qui est l'unité sœur en fait, voilà, qui résout l'ensemble des crises et qui participe également à une multitude de plans gouvernementaux, comme par exemple Pirate Terre, où on va donc libérer des otages à l'intérieur d'avions. Donc, un service d'assistance, c'est un service d'intervention également. Ça veut dire qu'on a un tronc commun avec une multitude de compétences et ensuite on va se spécialiser. Alors, la plupart des spécialisations sont sur parachutistes, plongeurs, snipers, spécialistes en sport de combat, en chien d'assaut, des médecins urgentistes réanimateurs, des choses comme ça, et puis des négociateurs également, parce que c'est une composante qui est fondamentale pour obtenir une résolution pacifique des crises. Et puis le D, c'est pour dissuasion, parce qu'on est une unité qui est engagée également sur la partie dissuasion. Quand je suis arrivé de police judiciaire, le mandat du directeur général de la police, il était grosso modo de réussir, c'est ce qui était un peu la commande, 20% des affaires du RAID par la négociation. Ça peut paraître peu comme ça quand vous imaginez qu'on est engagé sur les crises les plus difficiles, mais en fait c'est logique parce que on arrive en dernière intention opérationnelle. Une fois que tout le monde a essayé de résoudre les crises, et quand c'est un échec, eh bien à ce moment-là, on utilise la cavalerie, on utilise le RAID, et là il n'y a plus personne derrière. Ça veut dire qu'il faut absolument avoir le résultat donc positif de l'opération. Ça veut dire que c'est très exigeant, c'est une contrainte qui est énorme. Ça veut dire également qu'il faut que l'on puisse avoir l'ensemble des outils pour pouvoir, eh bien, éventuellement obtenir la résolution pacifique qui évite que nos hommes et les otages également se retrouvent donc à devoir donc subir des agressions importantes. On a eu 3 morts en intervention, plus de 120 blessés très lourds. Donc ça veut dire que ce sont des unités qui payent un très lourd tribut en fait à la sécurité publique. Donc sur la question de l'intuition, une des intuitions que j'ai eues quand je suis arrivé prendre mon commandement au niveau du RAID, c'est que la partie négociation était fondamentale. Il fallait absolument arriver à développer cet outil, beaucoup plus qu'on ne l'avait, puisqu'on avait déjà un groupe de négociateurs qui était monté. Il y avait donc un embryon qui était réalisé, mais on n'avait pas formalisé en fait les connaissances. On était en train d'acquérir auprès des étrangers notamment une multitude de choses qui allaient peut-être potentiellement nous servir. Bon, donc je suis parti avec l'idée que la formalisation des compétences était fondamentale dans ce domaine-là et que si on voulait être pertinent en matière de prise de décision et en matière de résolution de crise, il allait falloir être professionnel également dans l'apprentissage que l'on allait pouvoir faire des différentes techniques possibles. Je suis parti à la fac de médecine pour faire de l'expertise mentale. Je suis parti voir les Américains, ce qu'ils faisaient à Quantico. On a eu de multiples échanges avec un très grand nombre d'unités étrangères et on a ramené
au niveau de l'unité, une multitude en fait de petites astuces, de petites techniques qui allaient nous servir, à diagnostiquer très correctement des situations à risque, et deuxièmement, à obtenir de l'influence. Et obtenir de l'influence, c'est peut-être dans l'idéal, obtenir au final une résolution pacifique. Donc, on est passé d'un système où on était dans quelque chose qui était totalement organisé avec l'expérience uniquement à quelque chose donc de très très structuré. Et j'ai monté avec mes équipes un bac+3, bac+5, reconnu au répertoire national de certification professionnelle, donc un véritable métier de négociateur de crise où, au final, au bout de 12 ans, lorsque je suis parti de cette unité et après avoir fait plus de 350 opérations, on avait 80% de taux de résolution par la négociation. 80%. Alors, je vous fais une confidence puisqu'on est sur l'intuition. L'intuition, on va parler de ça pendant cette petite heure ensemble. Je me suis rendu compte, en fait, que j'avais moyennement rendu service à l'unité. En mettant un haut niveau de compétence sur la négociation, bien sûr, on allait éviter d'exposer nos hommes, on allait récupérer les otages quasiment à coup sûr, on allait également avoir des auteurs qui allaient pouvoir être interpellés et donc remis à la justice qui, elle, allait faire son travail pour pouvoir régler la question judiciaire. Mais en même temps, je laissais l'ensemble de mes hommes dans le virtuel. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils soient dans le combat et qu'ils s'aguerrissent au combat, à ce moment-là, ils étaient dans l'entraînement, dans le fictif et dans la préparation de l'intervention, dans la mise en œuvre de l'intervention, mais jamais, dans l'intervention, puisque on allait résoudre les choses par la négociation. Et c'est le premier point sur lequel je voulais vous apporter un petit éclairage, c'est que quand on commande, on se pose souvent cette question de savoir si, au fond, ce qui est bon pour nous dans une technicité est réellement bon pour l'ensemble du système. Et parfois, on a l'intuition. On a l'intuition qu'on joue peut-être une partie trop importante en confiant trop de responsabilités, trop d'actions dans un domaine particulier, parce que c'est un domaine d'excellence. Et à contrario, on perd peut-être la philosophie ou l'essence même de ce qu'est l'entreprise pour vous, d'accord, et l'unité d'intervention pour nous. Parce qu'une unité d'intervention, sémantiquement parlant, c'est fait pour intervenir. Il fallait jamais, que l'on perde de vue. Et donc, la responsabilité également d'un commandant dans ces unités-là, c'est de se dire, ce que j'amène, qui est très profitable pour une partie, de la résolution de la crise, très opérationnelle, cette partie-là, au fond, est-ce qu'elle fait du bien complètement à l'unité? Et si elle ne fait pas du bien à l'unité, à ce moment-là, comment est-ce que je vais trouver le moyen d'arriver à faire coïncider les deux objectifs? Celui que les gens s'aguerrissent au combat, il faut qu'ils aient le sang dans la bouche, dans les entraînements. Il faut qu'ils également sur les opérations, qu'ils sachent qu'il va falloir payer un lourd tribut, à la résolution de la crise. Ça sera peut-être avec des blessés et des morts. On le sait, mais on rentre dans ces unités pour ça. Et en même temps, arriver à préserver un équilibre particulier qui permet, de réussir le maximum, d'opérations, par la négociation. Et donc, très, très grande difficulté à ce niveau-là. Alors, je vais vous raconter, je ne sais pas si on aura le temps de faire les deux. Oui, je vais essayer de vous raconter deux affaires parce qu'elles sont vraiment intéressantes sur cette notion, de intuition et prise de décision. La première, c'est une tentative d'évasion par hélicoptère. Alors, j'ai demandé à ce que les caméramans coupent de manière à ce qu'on préserve la confidentialité de ces opérations qui sont réelles et qui, donc, ont engagé des gens qui, malheureusement, ont été victimes. Quand on parle d'intuition et de prise de décision, il y a quand même un élément à rappeler également quand on est dirigeant, c'est qu'il faut se méfier de notre auto-expertise. Il y a des domaines dans lesquels vous êtes et dans lesquels n'importe quel policier, par exemple, pourrait être très pertinent. Okay, par exemple, on se dit, négocier, j'ai un stock verbal suffisant, j'ai de la stratégie, j'ai de l'intelligence, de la rationalité, du bon sens, etc. Donc, je peux le faire. Non, c'est un véritable métier. La négociation de crise, j'entends, c'est un véritable métier. Donc, ça veut dire que parfois, on peut se retrouver en tant que dirigeant à se dire, voilà un domaine où je pourrais être compétent. Ça pourrait être par exemple les finances pour vous, ou les RH, ou le management organisationnel, etc. Bon, très bien. Et malheureusement, on squeeze du coup des experts qui sont là normalement
dans nos entités, dans nos rangs, dans nos services, etc. et sur lequel on se prive de la subsidiarité. La subsidiarité, vous savez, c'est ce principe fondamental qui fait que quand on manage, à partir du moment où quelqu'un en dessous peut faire l'affaire à ma place, il l'a fait. Je n'ai pas à prendre sa place et je dois déléguer systématiquement le maximum de choses parce que ça me permet, en fait, moi, de pouvoir prendre de la hauteur. Ce sont les théories d'Uri et Fischer là-dessus. Et donc, le fait qu'on soit dans l'auto-expertise, c'est un piège absolu et bon nombre de gens y tombent. Et dans la négociation, souvent, sachez que on travaille en fait par séquençage. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la globalité des problèmes, en fait, on isole sur nos tableaux d'intervention, on isole chaque chose. Incendie, qu'est-ce que je fais habituellement pour un incendie? Bon, là, il y a 2000 personnes à l'intérieur, j'emmène plus de casernes que ce que l'on a d'habitude. Il nous faut des appareils respiratoires individuels parce que les policiers qui vont intervenir pour soulager et puis sécuriser l'intervention des sapeurs-pompiers, eh ben, ces gens-là, il faut qu'ils puissent eux aussi rentrer dans les fumées et ne pas être intoxiqués. Et puis, on va avoir des cheminements particuliers, etc. Donc, je prends incendie, je prends médias, je prends gestion des autorités, je prends deuxième prise d'otage, je prends gestion du blessé dans son mirador qu'on peut pas récupérer. Il y avait également 300 détenus qui étaient dans une cour de promenade et que l'on n'arrivait absolument pas à récupérer parce que il y avait la prise d'otage qui était juste avant nous et donc ils étaient limite à faire donc une émeute. Et donc je prends l'ensemble de ces problèmes, je les mets à côté sur un des tableaux d'intervention et ensuite on va quadriller tout ça et on va faire une série de x1. Au lieu d'avoir un x10 ou x15 problèmes, on va faire du x1. Par exemple, incendie, je sais quoi faire. Et à partir de ce moment-là, le séquençage, il est là-dedans. Je vais pouvoir prendre cette chose-là, le confier à un officier en lui disant, tiens, ça, c'est ton job, c'est incendie. On t'a aidé, en fait, à réfléchir en groupe à tout ce qui est important pour arriver à trouver la solution. Maintenant, tu te débrouilles. C'est ton challenge à toi. OK? On sera juste, nous, support au niveau du PC commandement. Et donc, on va, comme ça, s'affranchir de tout un tas de difficultés parce qu'on va pouvoir déléguer un maximum, en fait, d'intervention auprès des uns et des autres. Et donc, on va pouvoir gérer la complexité. Voilà, pour la partie donc intuition, prise de décision. De temps en temps, il faut avoir le courage donc d'aller affronter quelque part le sens commun, les préjugés des uns et des autres, toutes ces choses-là en fait qui sont un espèce de carcan dans lequel on se met, histoire de se conformer au fond à ce que les uns et les autres attendent. Cette notion de consensus est très très importante. On le travaille au niveau de l'unité en mettant sur la table, sur les opérations, sur la partie briefing, l'ensemble des choses. C'est-à-dire que pour nous aider à faire de la prise de décision dans des sujets qui sont difficiles, délicats, où on n'est pas sûr de faire la bonne prise de décision, on va tout mettre sur la table. On commence à faire parler d'ailleurs les jeunes officiers, c'est-à-dire ceux qui sont les plus ouverts peut-être à de l'originalité. Pourquoi? Parce que si jamais on commence nous à parler, vous le savez bien, les autres vont se taire derrière. Donc on fait parler les plus jeunes donc s'expriment, donnent leur avis et nous disent en fait si une option ou une autre, etc., emportent donc leur priorité. Et puis derrière, nous, on va passer et on va essayer de mettre en concordance donc ce que les jeunes nous ont proposé et puis ce que notre expérience à nous va permettre de sécuriser en termes de stratégie. Et au final, on va prendre une décision. Ça ne sera pas forcément la bonne décision, mais on s'en moque. C'est celle qui fait consensus. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que même si je n'ai pas la bonne solution, à partir du moment où tout le monde a pu s'exprimer, tout le monde a pu ventiler ce qu'il avait comme réserve, doute, peur, etc., ou avis totalement contraire. À partir de ce moment-là, une fois que tout le monde a pu ventiler tout ça, on peut passer enfin à une phase, bon, on fait quoi? Très bien, tout le monde s'est exprimé, on a regardé avantages, inconvénients, etc. Maintenant, on fait quoi? On décide quoi? Parce que le temps tourne et qu'il faut prendre une décision. Quelle est la moins mauvaise solution pour nous tous? Et à ce moment-là, on va aller chercher le consensus. Et à ce moment-là, plus personne n'a quoi que ce soit à dire sur la stratégie. Parce que, au fond, il fallait défendre un petit peu plus et un petit peu mieux une option contraire si jamais les gens voulaient pas qu'on aille dans ce sens-là. Et comme tout le monde a pu s'exprimer, quelque part, les gens sont soulagés aussi en se disant, j'ai pu le dire. La pire des choses, c'est quand on termine une opération, qu'on a eu un échec par exemple, et que on s'aperçoit qu'il y en a dans l'équipe qui disent, moi, je n'étais pas du tout d'accord. Ben oui, mais pourquoi tu l'as pas dit?
C'est ça qui est terrible. OK? Et donc, on va absolument aller là-dessus. Alors, pour terminer, parce qu'on se réserve un petit peu de questions-réponses, je veux vous préciser que on peut garder en tête quelques acronymes qui sont sympas. D'abord, sur la confiance. Bien sûr, on doit avoir confiance, nous, dans les unités d'intervention, dans le matériel, mais au-delà, et pour vous peut-être, c'est la confiance dans les process. La qualité d'un manager, d'un dirigeant, est dans sa capacité également de renverser ce qui est une habitude foncièrement sur du reporting, des choses comme ça, etc., et de pouvoir donc imposer une nouvelle voie, de nouvelles options. Donc ça, on a toujours ça en tête dans les unités d'inter, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir se réformer, on doit pouvoir bouger les lignes par rapport donc à tout ce qui est process. Ensuite, on a la confiance que l'on doit apporter à nos autorités, indiscutablement. Et le seul moyen d'avoir la confiance avec les autorités, c'est nous-mêmes, en fait, de faire de la pédagogie vis-à-vis des autorités, de ne pas oublier d'en faire le plus possible, parce que l'autorité, elle a besoin, en fait, pour ne pas s'impliquer dans une prise de décision, d'être rassurée sur la compétence, en fait, de son équipe. Très bien. On doit avoir confiance dans les autres partenaires, parce que indiscutablement, et pour ça, il faut se connaître. Et comment se connaître mieux que en faisant des choses ensemble et dans la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, j'accompagne des dirigeants, j'accompagne des équipes de direction et autres. Il y a besoin de faire des choses ensemble. Indiscutablement. On ne peut pas se contenter d'avoir des gens qui ne se connaissent que par mail ou qui se connaissent qu'avec un codir et autres, etc. et qui sont totalement donc isolés dans leur silo. Donc la nécessité pour la confiance de partager des choses ensemble est fondamentale. Et puis, on doit avoir confiance en soi. Là, malheureusement, on n'a pas le temps de développer ce genre de choses. Il y a énormément de dysfonctionnements de la prise de décision qui sont dus au stress, à l'effet de position, à l'effet de conformité, la soumission à l'autorité, ce sont les théories de Milgram, etc. Toutes ces choses-là sont particulièrement intéressantes et ça vaut le coup un jour ou l'autre d'aller plonger votre regard dedans parce que vous allez peut-être retrouver des travers que vous avez vous-même. Peut-être certains de vos managers et autres. Très intéressant de voir le dysfonctionnement de la prise de décision. Bon, je m'étends pas là-dessus, c'est un autre sujet. On fera ça une autre fois, Benoît. Hein, et donc, la dimension confiance en soi est importante parce que il y a une série de dispositions qui nous mettent justement en capacité à avoir confiance en nous. Le fait d'aller chercher systématiquement les éléments positifs de quelque chose, donc d'être véritablement verrouillé dans une spirale positive quand on fait du management. Le fait de pouvoir intellectuellement segmenter donc des difficultés et pouvoir les déléguer alors que l'on n'a qu'une envie protectrice du risque, eh bien c'est de se dire non, je vais m'en occuper parce que c'est tellement gravissime que je peux pas déléguer ce genre de choses, etc., etc. Donc c'est une multitude de choses qui vont être particulièrement utiles. Mais il y a une équation particulière et celle-là vous pouvez la garder en tête, c'est pour créer ou restaurer la confiance. BIC, bienveillance, intégrité, capacité. Vous avez là 3 moteurs fondamentaux que doivent avoir en tête tous les managers. La bienveillance, c'est un formidable outil. C'est un formidable outil parce que ça engage en fait la réciprocité. Et on sait très bien qu'un énorme moteur à la réussite et à la cohésion, en fait, c'est la réciprocité. Je fais quelque chose pour quelqu'un, cette personne va avoir envie de faire cette chose-là, de rendre l'appareil, etc. Et donc, dans la bienveillance, quand je dis je vous veux du bien à l'entreprise, je veux du bien à ma hiérarchie, à mes actionnaires, etc. Je veux du bien à mon équipe, je veux du bien à mes clients. C'est ça, en fait, la bienveillance. C'est un espèce de cercle vertueux, en fait, qui va mettre des gens en disposition d'essayer de bien faire les choses. Donc, impulser cette chose-là et la mettre comme on va dire un moteur, un démultiplicateur d'efficacité, c'est quelque chose d'important. Ensuite, c'est l'intégrité. Aujourd'hui, on le voit avec le mouvement des Gilets jaunes et autres, etc., on a un énorme problème de l'honnêteté dans la société. L'honnêteté. Tout a été calibré, pensé pour influencer, etc. On a perdu quelque part le sens de la spontanéité, de l'honnêteté. Donc il faut remettre cet élément-là. Et nous autres, sur les négociations de prise d'otage, c'est quelque chose qui est très très important. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais faire de faute d'honnêteté avec la personne qui est en face. Et vous êtes des managers d'expérience, vous savez très bien qu'il en est de même dans vos entreprises.
Et puis le dernier, c'est la capacité. Quand je suis allé aux États-Unis et que je tournais avec un chef de SWAT, par exemple, on allait voir les médecins qui travaillaient avec eux. Et bon, alors ils ont un patient qui est dans le cabinet, et donc on attend dans la salle d'attente. Et ça m'amusait parce que, franchement, il y a de la différence entre les salles d'attente des médecins américains et les salles d'attente françaises. C'est-à-dire que chez le médecin américain, vous avez tous les diplômes qui sont affichés au mur dans toute la salle d'attente. Résultat des courses, quand on attend et qu'on se dit... il est pas mal, mon médecin. Hein. Il est bon quand même. Hein. Il est spécialisé là-dedans. Ah ouais, puis là aussi, etc. Et donc, quelque part, on est presque déjà guéri. Tellement il est bon, hein, ok. Vous avez vu la tête de nos salles d'attente françaises, d'accord. À part l'information sur la carte vitale et sur le fait qu'il faut pas insulter le médecin sinon on prend 10 ans de prison, mais sorti de ces trucs-là, ok, il n'y a pas grand-chose. Et donc la capacité, c'est-à-dire c'est mettre en œuvre également le fait que l'on est la bonne personne, celui qui a le mandat pour réaliser les choses, celui qui a la compétence exactement. Et donc tout ça, ça va mettre en confiance les gens. Donc petite équation sur la confiance, bienveillance, intégrité, capacité. Et la dernière chose, c'est ayez en tête, pour tout ce qui est favoriser l'intuition et la prise de décision, 3P, la préparation, la progression et la pédagogie. La préparation, elle est fondamentale parce que quand on prépare bien les choses, on est en confiance, justement. On va se mettre en confiance parce que on est rassuré, on aura bien prévu des options, on aura anticipé des difficultés, on se sera calé avec l'équipe, etc. Donc la préparation va nous rassurer et elle va nous permettre en fait de laisser notre intuition être beaucoup plus efficace parce qu'on en a de très bonnes intuitions. En tant que dirigeant, des gens seniors comme vous, avec votre expérience, vous avez des super intuitions. Mais parfois, ces intuitions-là, on n'a pas suffisamment de rationalisation derrière pour pouvoir les justifier. On a juste l'impression qu'il faut faire comme ça. Bon, eh bien, il faut que l'on puisse s'aider avec des choses. Notamment, la préparation nous ouvre des voies et nous donne la possibilité, quelque part, de mettre des raisons à notre choix intuitif, soi-disant intuitif. Ensuite, donc, la progression. Et les négociateurs ne travaillent jamais sur le résultat. Je me suis beaucoup posé la question là-dessus quand j'avais des collègues que je venais donc relever. J'arrivais sur une situation de prise d'otage et puis le gars, pendant 4 heures, il avait essayé de résoudre la situation de prise d'otage. Il avait essayé de convaincre le type de poser son fusil et de libérer ses otages. Très bien. Et donc, je voyais mon homologue commandant et je lui disais, alors, t'as fait quoi? Il me dit, alors, j'ai parlé du code pénal, des aggravations, de ceci, de cela, que c'était dégueulasse de prendre une femme en otage, blablabla, côté émotionnel. Ouais, bon, très bien. Ok, super. C'est vrai. Mais en fait, c'est normal que ça marche pas. C'est normal qu'il réussisse pas à sortir le bonhomme. Parce qu'en fait, il cherchait à résoudre son problème de policier et non pas le problème du gars. Il cherchait à essayer de l'influencer pour qu'il pose le fusil, il libère les otages. Mais il n'est pas en train de résoudre le problème du gars. Et donc, la progression, le négociateur et celui donc qui va avoir la bonne prise de décision, c'est celui en fait qui a compris qu'il y a des étapes, que des étapes, elles doivent par moment complètement s'investir sur les autres, de manière à ce qu'ils soient soulagés et que du coup, ensuite, on puisse placer, par exemple, nos arguments ou une stratégie particulière ou une proposition, etc. Donc, le négociateur travaille sur la progression, jamais sur le résultat. C'est fondamental de regarder vraiment et de se dire, est-ce qu'on est en train d'évoluer? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui est en train de se produire? Et est-ce qu'on avance? Et le dernier point, donc préparation, progression, et c'est la pédagogie. La pédagogie est fondamentale parce que c'est là-dessus, par exemple, que l'on va axer le retour d'expérience. Le nombre de fois, reprenez votre propre vie de dirigeant, le nombre de fois où vous avez réalisé de très très belles opérations, et où parce que le boulot commande, parce qu'une affaire chasse l'autre, parce que un dossier devient prioritaire, etc. On passe sur le côté rétex, retour d'expérience. On passe sur le débriefing avec les équipes. C'est-à-dire qu'on laisse de côté tout ce qui a été potentiellement la possibilité d'apprentissage des uns et des autres dans ma team. OK ? Vous demandez par exemple sur un dossier financier qu'on vous sorte de 2016 à 2018, ok, pour voir les chiffres de l'entreprise avec laquelle vous avez l'intention de négocier. Très bien. Alors, votre collaborateur, il vous donne de 2016 à 2018. Ok.
Puis il se dit, c'est dommage que le patron ait pas pris 2014 parce que c'était une année qui était vraiment super originale. Mais oui, mais il vous le dit pas puisque vous l'avez pas demandé. Si je fais pas de débriefing, ces petits éléments-là, qui sont quelque part le génie individuel des opératifs, de ceux qui sont le plus près en fait de chacun des travaux, il ne remontera jamais jusqu'à vous. Et donc la capacité de progression, elle sera toujours ultra réduite. Donc voilà, 3 principes: préparation, progression et pédagogie. J'en ai fini là-dessus. Je vous ai mis un petit mot dans le livre. Je crois que vous partez avec. C'est un petit mot qui est même pas sympa, hein, puisque c'est une petite phrase de Hegel, où seule la pierre est innocente. D'accord ? Je compte sur vous pour réfléchir à cette question-là, puisque c'est un livre sur la contre-manipulation. On est tous un peu auteurs, d'accord ? C'est un peu le triangle de Karpman avec d'un côté la victime, le bourreau et le sauveur, d'accord, qui tournent en fonction des circonstances. Voilà. Je suis à votre disposition pour des petites questions supplémentaires. Oui. Comment gère-t-on l'échec dans la négociation ? Il y a un apprentissage et il y a quelque chose de positif dans mon échec. Franchement. Donc, je dois me baser sur le fait que je dois tirer quelque chose de positif, en fait, de cet événement. C'est un échec, soit, mais c'est une leçon avant tout. J'apprends, mes équipes apprennent. Donc, il n'y a pas d'échec réel. L'échec absolu, je ne sais même pas si ça existe. C'est une question d'état d'esprit. Il y en a qui ne voient que les échecs. Winston Churchill qui disait que le pessimiste voyait des difficultés dans toutes les opportunités et l'optimiste des opportunités dans toutes les difficultés. Donc c'est exactement ça. Il faut aller chercher quelque chose de positif. Oui. Oui. Je pense qu'en effet, c'est très important de se dire, on ne fait pas du one-shot. C'est terrible le one-shot. C'est soit on gagne là, mais on va perdre tout le reste derrière. Et donc, parfois, on paye plus cher. C'est vrai, indiscutablement. On s'en sort pas très bien. Mais en fait, quand on regarde un résultat, on a tous, autour de ces différentes tables, la tentation de regarder des chiffres, c'est-à-dire des choses mesurables. Henry Ford disait, il y a 2 choses qui ne sont pas dans les bilans, les hommes et la réputation. Mais c'est exactement ça, la réputation. C'est formidable, la réputation. Si je deviens le bon interlocuteur, c'est-à-dire en disant, beau joueur, soit, là, vous avez réussi une très très belle opération. Moi, je m'en sors pas très très bien. Mais la prochaine fois, vous serez beau joueur aussi, si jamais, l'année prochaine, c'est moi qui suis en situation de force. On le fait comme ça, pour garder justement ces bonnes relations que l'on a. Là, à ce moment-là, on peut aller chercher quelque chose de positif parce que je fais un pari sur le futur. Soit je gagne pas maintenant, mais je peux me morfondre et me dire ah, c'est terrible, on a perdu de l'argent, ceci, cela. Ou alors je me dis bah, demain, je serai quelqu'un qui légitimement pourra dire cette fois-ci, c'est vous qui allez faire des efforts, hein, donnant. Ça marchera pas forcément, hein. On est dans un monde de requins, mais on tente. Parce que de toute façon, la réputation, c'est quelque chose de très très important. Le fait d'être un bon interlocuteur, d'être considéré comme quelqu'un de loyal ou de respectueux de la parole, etc. C'est très très fort, ça. Très très fort. On le néglige souvent. Intéressant. Je me suis peut-être, j'ai pas suffisamment éclairé les choses. Le consensus, à chaque fois qu'on peut l'obtenir, faut essayer de l'avoir. C'est juste ça. Mais il y a des moments, et le courage managérial est là-dedans, c'est d'arriver à imposer les choses aussi. C'est de dire, les amis, on va faire comme ça parce que j'ai l'intuition qu'il faut y aller comme ça. Eh ben, j'assumerai. Et vous n'êtes pas d'accord, on en a discuté, on a mis les choses sur la table, vous êtes franchement contre ces options-là,
mais mon intuition. Je vous ai écouté. C'est ça, en fait, qui a été important. Je vous ai écouté pour pouvoir éclairer ma décision. Je voulais pas prendre une décision simplement parce que je me disais, forcément, j'ai raison. Je vous ai écouté. Mais au final, après vous avoir écouté, je reste sur ma position. Je pense qu'il faut le faire et j'assume. Il est là, le courage managérial. On a tenté d'obtenir le consensus. Mais si ça marche pas, après, on est là pour décider. Je vous ai pas gâché votre dessert, j'espère, hein, qui était particulièrement attractif. C'est bon? Ouais. Hmm. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La très grande difficulté... Ouais. Prenons un travers, on va dire, cognitif. Je vais sur un marché et 1 kilo de café, ça vaut 1 euro, par exemple. Un café de qualité, ok, ça vaut 1 euro. Très bien. Est-ce que je vais payer 9 000 euros mon paquet de café? Non. J'achèterai jamais un paquet de café à 9 000 euros. Ok. Pourquoi je l'achète pas à 9 000 euros? Et pourquoi on se pose la question quand c'est un otage? Je vous pose la question. Mais il y a un prix du marché. À partir du moment où il y a un prix du marché, on ne se pose pas de questions. On est sur le prix du marché. C'est juste ça. Sinon, si je commence à acheter mes paquets de café à 9 000 euros, mais tous les mecs qui vendent du café, ils vont dire hey, c'est fini, 1 euro, c'est 9 000 euros maintenant, tout le temps. Et c'est l'inflation, en fait, qui se met là-dedans, et une jurisprudence. C'est surtout une jurisprudence. Et c'est ça qui est terrible. Et le travail, le terrible travail des négociateurs, il est justement d'arriver à faire abstraction des émotions pour être dans une, on va dire, dans un respect quelque part des principes. Voilà. Bon retour pour ceux qui s'en vont. Je sais que vous avez un peu de travail derrière. Alors, merci Christophe. Bravo. Je suis très impressionné et j'imagine vous partagez parce que comme tu le disais, on est des dirigeants, on a l'habitude de prendre des décisions et pourtant j'ai l'impression de prendre une leçon. J'ai l'impression de prendre d'être un débutant, de voir des gens qui ont complètement processisé les choses, qui sont capables de dichotomiser les problèmes, de les adresser point par point et qui ont finalement des routines aussi pour pouvoir peut-être évacuer l'émotion. Je retiens 3 choses parce que j'ai pris quelques notes. Ce que je retiens, c'est que dans l'échec, le rôle du manager, c'est d'aller chercher l'élément positif. Au fond, dans toute chose, il y a du bon. Ça m'a intéressé. Je retiens aussi ce que tu disais sur, au-delà du courage managérial, la bonne solution intègre, ou la moins mauvaise solution intègre nécessairement la notion de consensus. Donc, c'est-à-dire de communication, d'échange pour faire adhérer tout le monde. Et puis enfin, je retiens un élément qui m'a marqué, qui peut-être me renvoie aussi vers des processus d'amélioration personnelle ou pour les équipes. C'est dans le management, il faut la confiance, et la confiance, elle arrive s'il y a la bienveillance, l'intégrité et la capacité. Voilà, ces 3 éléments que je vous partage, qui m'ont interpellé. En tout cas, merci pour cette intervention. Alors pour l'après-midi. Ellipse, ceux qui veulent rester, prendre un café ou discuter avec nous ou avec Christophe, avec grand plaisir. Ceux qui ont des agendas, sentez-vous libre de partir. De toute façon, on reste en contact. Et on a prévu effectivement, comme le disait Christophe, que à la sortie, on vous offre le livre de Christophe sur la contre-manipulation. Ça peut toujours nous intéresser. Christophe l'a dédicacé. Je vous remercie. Bon après-midi.